3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Aymeric Didet est avec nous, directeur de la gestion de Pergame. Bonsoir Aymeric. Bonsoir. Michel Saunier nous accompagne. Bonsoir Michel. Bonsoir. Vous êtes directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Et David Calfon avec nous également. Bonsoir David. Bonsoir Vous Grégoire. êtes le président de Sanso IS. Quel spectaculaire rallye d'automne pour les actions européennes. On en parlait ensemble juste avant l'émission. David, j'avoue que j'ai été choqué quand j'ai vu la performance du CAC 40 depuis le 1er janvier, ces derniers jours. Dividendes réinvestis, le CAC 40 est quasi à l'équilibre depuis le 1er janvier. Je rappelle juste qu'on partait de niveaux historiques pour les indices en début d'année. On ne partait pas de niveaux à la cave. Entre-temps, on a eu quand même une forte baisse avec certainement ce qui était un excès de pessimisme fin juin, puis à nouveau fin septembre. Maintenant, est-ce que l'histoire est finie ? C'est pas évident. Il faut regarder ce qui a justifié ce rallye et ce rebond phénoménal. C'est essentiellement un soulagement par rapport aux chiffres de l'inflation, parce que ces chiffres de l'inflation ont montré une légère modération. Je dis bien légère modération. Et de là, j'ai l'impression que le marché a été peut-être un peu vite en besogne, et tout de suite, le marché a décidé que la page était tournée, que la hausse des taux était derrière nous, qu'on allait bientôt baisser les taux, et que tout ça allait revenir à la normale, avec une inflation à 2% assez vite, etc. Est-ce que l'histoire est aussi simple que ça ? J'en doute. Puisque si effectivement, sur le rythme de hausse des taux, les chiffres récents et même l'ambiance économique globale incitent les banquiers centraux à la modération, on ne sait toujours pas à quel moment ils vont s'arrêter de monter les taux. On ne connaît toujours pas avec certitude le fameux taux terminal, c'est-à-dire le point haut de ce cycle de hausse des taux. Voilà, la seule chose qu'on sait, c'est que les prochaines hausses de taux ne seront probablement pas à coût de 75 points de base, mais plutôt 50 points de base, puis plutôt, pourquoi pas 25 un de ces jours, etc. Mais à coût de 50 points de base et de 25 points de base, on peut continuer à on continue de monter. Voilà, Oui, ça ne s'arrête pas. Et c'est là où, justement... Vous dites il y a un risque, parce que tout le monde a en tête que 5%, ce serait un bon taux terminal pour la Réserve fédérale américaine, qui ira sans doute jusque-là. Il n'y a pas de sujet là-dessus. 5% de taux directeur aux États-Unis, avec l'idée d'un ralentissement, voire d'une petite récession, c'est pas sûr que ça suffise. Voilà, c'est ça. Le risque, il est encore là. C'est l'essentiel de la discussion et du débat. Parce que quand on regarde les composantes de l'inflation, on a quand même des composantes cœur qui sont en train de progresser à des rythmes très soutenus. Et effectivement, d'ailleurs, la Banque Centrale Européenne le disait hier, il n'est pas sûr qu'une récession technique suffise à calmer l'inflation. Nos amis américains ont été très clairs. Ils nous ont dit la croissance, on s'en fiche. Nous, ce qui compte, c'est de mater l'inflation. Donc, tant que l'inflation n'est pas calmée, on montera, et si ça fait mal à la croissance, c'est pas grave. Donc le débat, il est très très clair. L'inflation, elle est quand même bien ancrée, puisque au niveau des composants de cœur, et même quand on regarde l'ensemble des composants de l'inflation, je crois qu'on est quand même à 90% des composants de l'inflation qui sont à plus de 5% de hausse sur un an. Ça ne va pas se calmer comme ça instantanément, et de même qu'il est tout à fait probable que l'inflation va certes baisser, se modérer. Je pense que si on est à 4% d'inflation en fin 2023, ça sera déjà très très bien. Ouais. Et j'ai l'impression, en ce que je lis, etc., que les attentes sont peut-être un petit peu optimistes, en se disant que 2023, on verrait déjà les premières baisses de taux. Ça, moi, je n'y crois pas du tout, je ne le vois pas. Et qu'on aurait une inflation qui serait autour de 2,5 assez vite. Ça aussi, pareil, je ne vois pas comment ça serait possible. Et c'est ce que le marché achète un peu en partie à travers ce rallye d'automne. Voilà, il y a eu ce soulagement, et il y a eu... on retire du pessimisme, mais il y a aussi un peu d'optimisme qui est en train de prendre le relais. C'est un petit peu le risque, et je pense qu'au fur et à mesure des chiffres qui vont avancer, le marché risque de réaliser que... on va ralentir les hausses de taux, mais les hausses de taux vont continuer. Que l'inflation baisse, mais peut-être pas aussi vite que prévu. Donc tout ça sont des signes qui sont assez encourageants, mais... voilà, on a de quoi encore se refaire peur un petit peu dans les mois qui viennent. Et c'est pas évident qu'on aille en ligne droite, surtout après le superbe rebond qu'on a fait. C'est pas évident qu'on fasse à nouveau 15% en ligne droite tout de suite. Oui.
Quand je disais sortir du bear market, je veux pas qu'on imagine que la vie sera rose sortant du bear market. Oui, ça peut être toujours une vie de marché compliquée, agitée, volatile. Hein. D'autant plus que c'est une pression en moins, on va dire. D'autant plus que si la vie devenait trop rose et si les indices venaient à s'emballer, n'oublions pas que des actifs financiers qui montent, c'est un assouplissement des conditions monétaires et donc vous aurez très vite des banquiers centraux qui viendraient donner un petit peu de la voix pour calmer le jeu. Donc effectivement, je pense qu'à partir du point où on est actuellement, il faut plutôt s'attendre à un marché étal ou avec des hauts et des bas, mais autour des niveaux actuels, pendant quelque temps, le temps de gagner un peu en visibilité. C'est ça en fait le message, mesdames, messieurs les investisseurs. Si vous voulez que moi, la Fed, je tape seulement de 50 points de base, puis de 25 demain, il ne faut pas me mettre le Nasdaq à plus 40. Quoi. Sinon, ce sera une histoire différente. Qu'est-ce qui caractérise pour vous ce rallye d'automne, notamment tourné vers l'Europe, beaucoup plus que ce qu'on a vu cet été, Aymeric, et est-ce que c'est la fin du bear market ou le début d'une histoire différente, avec des sujets qui restent compliqués, hein, évidemment? On va dire que surtout le marché a accueilli favorablement les premiers signes du point haut de l'inflation, mais surtout a accueilli la capacité en fait des entreprises à s'adapter rapidement et finalement à nous sortir des chiffres qui ont été relativement bons. Au terme du Q3. Donc, ils ont eu une capacité à finalement délivrer des résultats qui étaient relativement corrects, malgré un contexte qui était très très compliqué. Donc on a vu une hausse des taux de la part des banquiers centraux qui n'a jamais été aussi rapide en termes de temporalité et de niveau de hausse de taux. Et là-dessus, les économies ont tenu. Et ça, c'est vraiment un point incroyable parce que c'est jamais arrivé dans le passé, on n'a jamais fait ça, et finalement les économies l'ont très bien encaissé et commencent à montrer un ralentissement de l'inflation, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et deux, on imagine que finalement on va aller sur du mieux, et c'est ça qu'on a salué aujourd'hui sur les marchés actions globaux, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, parce que les États-Unis ont certes moins remonté, mais pour les investisseurs, il y a aussi des effets de change qui sont importants, notamment pour les investisseurs européens qui sont allés dans le même sens. Donc au final, on est quand même sur un environnement qui passe dans une autre phase. Ça, c'est vraiment un point important. Maintenant, clairement, je rejoins ce qui a été dit, ça ne va pas passer dans la phase euphorique du tout, et surtout, il y a des changements d'agrégats qui sont suffisamment importants pour permettre qu'on n'aille pas dans l'euphorie totale. En effet, quand il y a les taux qui sont remontés à ces niveaux-là, notamment sur les taux courts, ça a quand même un impact sur les économies et sur les entreprises. Donc, elles sont bien gérées, elles passent la crise. Maintenant, il y a le monde d'après. On va avoir du mal à revaloriser plus que ça, fortement, rapidement, avec actuellement de l'inflation qui reste à des niveaux élevés et des banquiers centraux qui n'ont pas fini non plus leur travail. Ils ont fait une grosse partie du travail. Le plus gros du job a été fait. Maintenant, on a aussi une petite pause actuellement, à la fois du côté du discours des banquiers centraux, qui est un peu moins violent que ce qu'on a pu avoir ces 2 derniers trimestres. Qui est plus hétérogène aussi. Il y a des prises de position un peu plus variées au sein des comités des banques centrales. Tout à fait, plus hétérogène. Et donc, on voit bien des banquiers centraux, des membres des conseils des banques centrales qui veulent voir les effets et qui veulent juger des effets des hausses de taux qu'ils ont faites pour voir s'il faut aller beaucoup plus vite, encore plus fort, ou l'inverse. Ouais. Oui, la phase d'observation, il ne faut pas préjuger qu'une phase d'observation aboutirait forcément à des baisses de taux pas du tout. in fine. Hein. Non, pour moi, on est loin d'un environnement de baisse de taux. On est beaucoup plus sur un environnement de wait and see. On attend, on juge et on verra. C'est vraiment l'histoire qui est en train de se mettre en place et c'est ça qui a acheté le marché sur ce rebond qui est presque justifié. Après, il y a des phénomènes techniques parce qu'il y a une polarisation des indices. C'est pas du tout la même chose d'une valeur à l'autre, d'un secteur à l'autre. Donc on parle du CAC parce que la composition du CAC fait que c'est un indice qui a plus profité de ce rebond. Exactement, parce que certains secteurs étaient pondérés dans l'indice et donc ont permis d'accueillir plus favorablement ce rebond. Donc là aussi, il y a des phénomènes techniques qui font qu'on a eu ce rebond qui a l'air assez fort et qui est assez fort en Europe et en France. Que vous inspire ce rallye d'automne peut-être toujours en cours d'ailleurs au moment où on se parle, 8 semaines de hausse consécutive désormais pour le marché européen notamment. Michel.
Ouais, alors déjà, il y a des considérations techniques qui sont entrées en ligne de compte. Ça fait bientôt 1 an que tous les investisseurs sont ultra pessimistes, en attendant que le grand soir arrive et que la capitulation soit enfin là. Bon, elle n'est pas arrivée. Ce qu'on peut observer néanmoins, c'est que au tout début de ce rallye, fin septembre, le niveau de short interest, donc les intérêts vendeurs sur les marchés, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, était revenu sur les plus hauts niveaux depuis mars 2020, depuis le pic, enfin le Covid. Donc déjà, il y avait un aspect aversion au risque qui était majeur fin septembre. Ensuite, ce qu'on peut observer, c'est que depuis septembre, les volumes traités des deux côtés de l'Atlantique sont quand même très faibles. En moyenne, je crois, on est à moins 40% sur l'Europe et on est à moins 30% sur les États-Unis. Ah oui. Ce qui alimente par rapport à l'an dernier, c'est ça? Oui, ce qui alimente... Non, c'est par rapport aux 10 dernières années. D'accord. Ah oui, d'accord. Ouais. Par rapport à la moyenne historique des volumes qu'on... Ah oui. Ce qui alimente quand même la thèse du rachat de short et de la respiration des marchés sur fond de tous les éléments qui ont été mentionnés avant. Aussi du fait que le prix des matières premières a quand même pas mal baissé, notamment le gaz naturel en Europe, le fameux TNTZA le hollandais. C'est ça, d'accord. Voilà, la référence hollandaise du gaz naturel. De plus de 200 à 120, donc c'est vrai que ça a pu rassurer. Mais bon, ce qu'on peut voir aussi, c'est que c'est la période des perspectives 2023, et comme d'habitude, c'est d'un ennui total. C'est génial, parce que qui a anticipé une guerre en Ukraine et un problème avec les fameux LDI que personne ne connaissait il n'y a pas 6 mois. Ça, c'est la crise des fonds de pension britanniques. Voilà, donc ce qui est absolument génial, c'est que là, on a un scénario qui se dessine totalement consensuel, où alors finalement, ça rebondit. Mais attention, au premier semestre, ça va faire mal sur les actions, mais on va pouvoir faire plein de crédits. Et puis après, je ne sais pas par quelle baguette magique, tout va aller au mieux et ça va repartir à fond. Et puis, on va faire peut-être des plus hauts sur les actions fin 2023. Super, si ça se passe comme ça, c'est génial. L'histoire montre que ça ne se passe jamais comme ça. Voilà. Alors après, ça m'inspire aussi une observation sur les années 70, pas mal d'aspects. La première observation, c'est que l'histoire, on parle de Volcker comme le héros, c'est le GOAT, on parle de foot en ce moment. Volcker, c'est un peu le meilleur de tous les temps, il a réglé le problème de l'inflation et tout. En fait, quand il est arrivé à la tête de la Fed en 79, en effet, il a monté les taux très très vite, à quasiment 19%. Sauf que derrière, il a fait l'erreur qui potentiellement peut se répéter aujourd'hui, de penser que oui, l'emploi a pris un plomb, l'économie avait pas mal ralenti, et donc très vite, il a recoupé les taux, en fait, qui passaient de 19 à 9% en 79-80, en se disant, ça y est, the job is done, on peut y aller. Et en fait, ce qu'on a appris à ce moment-là, c'est que l'inflation revenait pas si facilement dans le rang, et derrière, il a dû réaccélérer sur la hausse des taux et passer à nouveau sur des taux de 19% et tenir ce niveau de taux pendant une période beaucoup plus conséquente. Donc ça, c'est la première leçon. La deuxième... Ça l'a fait dans ma conscience. Il n'arrête de communiquer sur la stratégie. Le marché ne l'entend pas. Mais le marché n'y croit pas. La deuxième chose qu'on peut observer des années 70, c'est par rapport aux résultats des entreprises. On se rend compte qu'en réalité, et c'est peut-être ça le problème actuel d'ailleurs, parce qu'on est tous en train de se dire, c'est génial finalement, on s'attendait à un scénario du pire, mais tout le monde s'en tire super bien, les entreprises publient des super résultats, etc. Dans les années 70, si on regarde, il y a un décalage assez long entre la première partie inflationniste, où en fait cette inflation bénéficie au chiffre d'affaires des entreprises, et qui correspond aussi à une période où les consommateurs peuvent encore encaisser la hausse des prix, qui permet d'avoir un effet ciseau très, très positif, et à se dire, comme en ce moment, finalement, elles sont fortes, les entreprises, elles s'adaptent super bien. Sauf que derrière, 9 à 12 mois après, il y a les coûts qui remontent, effet ciseau négatif, les marges qui sont squeezées, et là, c'est plus du tout la même histoire. Il y a un autre élément aussi qu'on attend et qui ne vient pas, c'est sur les BPA. On s'attend à avoir des bénéfices en baisse, et alors c'est lié à ça aussi sûrement, à l'inflation. Mais justement, si on regarde les années 70, en fait, le directing du marché se fait par une baisse des multiples, mais pas par une baisse des BPA. Toujours pareil, parce que les BPA, c'est une valeur notionnelle. Donc en fait, ça peut continuer à s'apprécier par les bienfaits de l'inflation. Donc en fait, si on a un directing du marché, ce sera plus a priori par les multiples. Ça s'est fait en partie, puisqu'on est passé, par exemple, en Europe de 14 à 12, mais franchement, c'est quand même pas énorme. Fin septembre, on était à 10, voire en dessous de 10. Oui, on était à peu près, ça. Autour de 10. Sachant que sur les dernières récessions, quand on passe en dessous de 10, ça veut dire que l'essentiel a été intégré. Bon, là, on est quand même sur des niveaux qui restent peu attractifs. Après le rebond, là, ça nous remet, ça refragilise un peu le marché quand on regarde la valorisation. Pour plein de raisons. La première, c'est que désormais, il n'y a pas
il n'y a plus de TINA. Donc avant, il n'y avait que des actions pour se faire de l'argent. Aujourd'hui, il y a plein d'autres classes d'actifs qui sont très intéressantes. Ouais. Le rebond s'est fait sans collecte en Europe. On a fait le point là avec Cantalis à la mi-journée. Il n'y a pas de collecte sur les actions européennes au mois de novembre. Il n'y en avait pas non plus au mois d'octobre. Il y en a eu récemment, mais c'est à la faveur de la baisse du dollar et puis de certains investisseurs américains qui se rebalancent. Non, et puis un autre élément aussi. On ne va pas payer les actions de la même façon avec des taux à 3-4% que quand on était à zéro. Donc il y a aussi cet effet de réajustement-là des multiples, de la prime de risque action, pour dire un mot un peu technique, qui n'a pas vraiment eu lieu aujourd'hui. Donc on a deux effets sur lesquels on doit être vigilant. Le niveau des bénéfices retraités potentiellement des effets inflationnistes et puis la prise en compte du taux sans risque qui est plus du tout au même niveau. Ouais. On a un troisième élément qui est beaucoup plus long terme, qui est aussi celui de changements qu'on est en train de vivre au niveau des tendances long terme, à savoir que la mondialisation a un peu du plomb dans l'aile, que si on parle de re-onshoring, de relocalisation, pour parler français, ça a quand même un certain coût, c'est inflationniste. On a la population active dans le monde qui baisse en nombre, on a le coût de la main-d'œuvre de l'atelier du monde qui est dans le sud, de l'Asie du Sud-Est qui augmente, heureusement pour eux. Et puis, on a le problème de la transition énergétique qui va être extrêmement coûteuse. Il y aura un peu plus d'inflation demain. Donc, structurellement, on va avoir un taux d'inflation qui va rester, je pense, un peu, qui va cliqueter sur des niveaux supérieurs à ceux qu'on a connus sur les 10 dernières années, et finalement, heureusement. Mais du coup, des taux d'intérêt qui devraient stabiliser sur des niveaux qui sont peut-être plus hauts que ce que le marché attend. Et donc, la nécessité de revaloriser toute la gamme des actifs risqués. Et bon, les actions, en tout cas pour celles qui reflètent des actifs réels, tangibles, avec un peu d'inflation, c'est pas forcément une mauvaise classe d'actifs. Complètement d'accord. Je rejoins ce que disait mon collègue, mon confrère tout à l'heure, ma collègue. C'est qu'en fait, aujourd'hui, vraiment, on est rentré dans une période où le stock picking fait la différence. On ne peut plus trop raisonner en grande masse. Il faut vraiment regarder titre par titre. Et il faut noter effectivement derrière cette discussion, alors on prend les indices comme référence, mais il y a une énorme dispersion sectorielle. Sans doute que certains secteurs, en termes de valos, sont peut-être pas correctement ajustés à tout ce qu'on vient de décrire. Sans doute que certains secteurs ont déjà intégré, même peut-être pire que ce qu'on aura l'an prochain, d'une certaine manière. Comment vous regardez alors ce phénomène de dispersion, et puis dans la perspective des résultats futurs de 2023, où est-ce qu'il y a des zones peut-être de fragilité aujourd'hui, dans quel type de secteur ou sur quel type de marché il y a des fragilités, et puis à l'inverse, où est-ce qu'il y a des perspectives qui peuvent paraître solides malgré l'environnement qu'on connaît? Alors, nous, on ne regarde pas seulement la classe d'actifs actions, on regarde l'ensemble des classes d'actifs. Et c'est vrai que pour toutes les raisons dont on a parlé, c'est-à-dire le fait que les marchés, à mon avis, les investisseurs intègrent certainement un scénario un peu trop optimiste, avec tout de suite des taux qui rebaissent, etc. Alors qu'effectivement, les taux vont certainement rester plus élevés pour plus longtemps. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, on a fait l'été dernier des études un petit peu statistiques sur les niveaux de PE et les niveaux d'inflation. Et on voit bien effectivement que plus l'inflation augmente, plus les niveaux de PE baissent. Donc on est tout à fait dans ce cadre-là. Et de l'autre côté, on a vu effectivement sur le marché du crédit des spreads qui se sont très fortement écartés. Et pas toujours de manière très rationnelle. Avec donc surtout sur les maturités courtes, des choses qui nous paraissent quand même on est quand même bien payé pour attendre. D'accord. Voilà. Et ça, c'était quoi? C'était l'effet taux, l'effet choc monétaire des banques centrales? C'est plutôt le risque de taux qui s'est... Alors, il y a eu deux choses. Il y a eu d'une part donc les taux qui remontent, mais sur la partie courte de la courbe, c'est pas tellement ça qui a joué. Ce qui a joué surtout, c'est une espèce d'aversion au risque, en se disant justement, on va vers une récession. Si on va vers une récession, il va y avoir des défauts. Donc, il faut augmenter la prime. Voilà. Donc ça, c'était le schéma assez classique. Or, là, pour le coup, de même que sur les actions, il faut faire du stock picking, sur le crédit aussi, il faut faire un peu de travail pour essayer de regarder les business qui sont peut-être cycliques, etc., et qui méritent une prime de risque beaucoup plus élevée. Et puis, il y a des business qui sont plus solides, plus générateurs de cash flow, plus stables, et qui ont vu malgré tout leur rendement augmenter. Ça a embarqué, ouais. Et en fait, on a vu ça. Alors, un petit peu moins maintenant parce qu'il y a eu quand même un petit rallye sur cette classe d'actifs de crédit également, mais il y a un mois, on parlait avec un de nos clients et on en venait à la conclusion que finalement, on avait sur le marché du crédit quasiment des rendements qui ressemblaient au rendement moyen de la classe d'actifs actions.
avec une visibilité et beaucoup moins d'incertitude que sur les actions. Ouais. Donc là, effectivement, quand on disait il y a une alternative, et cette alternative, elle est très, très claire. Et donc c'est vrai que tant qu'on ne connaît pas vraiment l'ampleur de la récession, tant qu'on ne connaît pas véritablement combien de temps tout cela va durer, etc., c'est vrai que de se dire, bon, finalement, j'achète des titres qui ont un certain rendement, qui, normalement, devraient être remboursés au pair, etc. Si on fait bien son travail d'analyse financière et qu'on arrive à globalement... Il faut voir, parce qu'on parle beaucoup de l'augmentation des taux de défaut, mais j'ai envie de dire, c'est des taux de défaut qui, si tout va mal et plutôt très mal, je caricature, on arrive peut-être à 10% de taux de défaut. Oui. Bon, ça veut dire qu'il y a quand même 90%. Ben bien sûr, il y en a 9 sur 10 qui ne font pas défaut. Avec un minimum de bien travail, sûr. on doit arriver bien à sûr. trouver ces 9 sociétés sur 10 qui ne font pas défaut. Et donc, c'est pour ça que nous, c'est plutôt pour le moment. Ouais, je comprends. En là où vous vous sentez mieux rémunéré. On se sent plus rémunéré et plus de visibilité. Vous êtes. Entre la récession vous fait peur. Il y a encore quelques mois, oui, on se préparait à vraiment une récession sévère en Europe. On va manquer de gaz, le consommateur va craquer, l'Allemagne est déjà en récession, on entendait tout ça au troisième trimestre. L'Allemagne sort un PIB à plus 0,4% révisé à la hausse au troisième trimestre, avec une consommation qui progresse de plus de 1%. Alors oui, la partie industrielle est dans le rouge en Allemagne, c'est pas une nouvelle, mais le reste de l'économie, il n'y a pas que l'industrie, le reste de l'économie tourne encore. Et je lisais les perspectives du chef économiste de Commerzbank, qui jusqu'à aujourd'hui imaginait que la récession en Allemagne, il y aura une récession en Allemagne, peut-être d'ailleurs dès maintenant. La récession en Allemagne serait de moins 1,5% pour le PIB allemand l'an prochain. Eh bien, il révise. Il divise par 3 ce niveau de récession qu'il anticipait pour imaginer que le PIB allemand ne baissera que de 0,5% l'an prochain. Le gaz, on n'en manquera pas. Les gouvernements mettent encore de l'argent sur la table, et l'Allemagne en premier lieu, pour protéger les entreprises, les consommateurs, etc. etc. Alors, effectivement, j'ai envie de dire, pour reprendre la petite blague bien connue, jusqu'ici, tout va bien. Ouais. Après... Tout dépend et tout va dépendre du rythme auquel l'inflation va entamer sa décrue et quelle va être la pente de cette baisse de l'inflation. Et effectivement, si finalement on se rend compte qu'on arrive avec des taux américains à 5, 5,20, 5,25 et que à partir de là, l'inflation commence à baisser assez vite et que de 7%, on arrive assez vite vers 5, 4, etc. Très bien, ça peut effectivement, c'est un scénario auquel il faut attacher une probabilité non nulle. Le scénario que finalement tout se passe bien, on ait une récession technique, etc. Mais est-ce que c'est le scénario central ? À ce jour, c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a encore beaucoup d'incertitudes et je dirais que pour le moment, c'est assez équilibré. Effectivement, on a ce scénario où tout se passe bien, on est en ce qu'on appelle le fameux soft landing, l'atterrissage en douceur, etc. Récession technique... C'est un scénario. Maintenant, il y a l'autre scénario qu'il ne faut pas... Et le scénario alternatif dans lequel l'inflation ne va pas assez vite. Les banquiers centraux vous disent... Il peut être très douloureux. C'est pas 5, ça va être 6, etc. C'est des phases d'ajustement qui risquent d'être encore assez pénibles. Et ce scénario alternatif, il n'a pas du tout une probabilité nulle. Il n'a pas disparu. Voilà, il n'a pas disparu. Aymeric, sur ces considérations, et puis je reviens aux perspectives bénéficiaires de 2023, quand vous regardez aux États-Unis ou en Europe, les secteurs, est-ce que les analystes prévoient pour ces secteurs, encore une fois, où est-ce qu'il y a des perspectives bénéficiaires qui paraissent solides et peut-être des perspectives qui sont plus fragiles aujourd'hui, partant de niveaux de valorisation forcément qui sont un petit peu regonflés depuis 2 mois maintenant. Oui, il y a pas mal de choses à dire là sur ce sujet parce que on se doit d'investir et on a envie d'investir en fait. Parce que justement, on a un marché qui nous offre des opportunités. Alors c'est vrai qu'on en a pas mal parlé sur les marchés du crédit, il y a beaucoup de choses à faire. Ça faisait des années qu'on avait vraiment mis cette classe d'actifs de côté parce qu'il y avait peu d'argent à gagner. Aujourd'hui, on a un risque qui est rémunéré. Donc là, clairement, aujourd'hui, on a envie d'aller sur cette classe d'actifs et d'allouer du capital à cette classe d'actifs parce que c'est des entreprises qui potentiellement sont capables dans la période de nous donner des cash flows, de payer leurs coupons. Donc on est payé pour attendre aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment le principe. Le principe est le même un peu sur les actions. Parce qu'aujourd'hui, on va aller
sur 2 types d'actions. D'abord, on va sélectionner des actions qui sont dans des secteurs qui génèrent du cash flow, qui ont une visibilité sur les cash flows et qui sont des grandes entreprises. Donc celles-là, comme elles ont de la visibilité, c'est les entreprises qui seront le plus épargnées dans les scénarios extrêmes, les scénarios qui sont négatifs, parce qu'encore une fois, il y a tous ces scénarios qui sont possibles. Le scénario du soft landing, très bien, mais il y a aussi le scénario du moyen landing, où il y a le scénario qui est beaucoup moins agréable. Mais clairement, on sera moins touché, moins impacté sur les sociétés qui sont capables de verser par exemple du dividende. Donc celles qui ont des dividendes en croissance, on continue d'apprécier ces entreprises-là. Ça, c'est vraiment un point qui est important. On va retrouver des sociétés également dans les secteurs comme par exemple l'assurance ou les financières qui ont des dividendes qui croient, et puis des secteurs qui vont bénéficier des taux plus élevés, donc qui sont dans un environnement plus favorable pour leur activité. Donc ça fait partie. Et c'est pas cher, c'est des secteurs pas chers. Pas chers, qui sont pas chers, qui peuvent rester pas chers très longtemps. Mais en attendant, ce sont des secteurs qui sont un tout petit peu protégés et qui seront les premiers à être sauvés par les banques centrales aussi, si on est dans le cas du mauvais scénario. Parce qu'il ne faut pas oublier que la banque centrale n'a d'effet dans son scénario économique que si le canal de transmission, que sont les banques, les financières, le marché de l'assurance également, peuvent continuer à fonctionner correctement. Si ce secteur-là ne fonctionne pas correctement, la politique décidée par les banques centrales ne se transmet pas à l'économie réelle. Donc c'est pour ça que ça fait partie des secteurs qu'on a recommencé à mettre clairement dans les portefeuilles. Alors on va aller sur des grandes entreprises aux États-Unis, comme en France ou en Europe. Ça, c'est vraiment... On rééquilibre beaucoup les portefeuilles aujourd'hui. Et à côté, on prend aussi quelques petits paris quand même. Parce que, au cas où ça se passe bien. Parce qu'au cas où ça se passe bien. Parce que le de-rating, il a quand même été très fort. Il y a des entreprises qui étaient valorisées avec des multiples... On peut parler de multiples de folie quand même. L'année dernière, et clairement étaient survalorisées. Maintenant, quand on voit certaines entreprises avec 60% de baisse des multiples... dans certains secteurs de croissance, des sociétés de croissance, on a envie d'en remettre un petit peu. Vous pensez à quel type de secteur ? Le secteur du software, clairement. Logiciel, qui a énormément souffert. Donc aujourd'hui, les multiples ont été revus drastiquement à la baisse, et sur certaines entreprises qui ont pourtant des croissances importantes, parce que que ce soit dans la cybersécurité, que ce soit dans le secteur du SaaS, il y a de la croissance sur ces secteurs-là. Ce sont des secteurs sur lesquels il y a de la demande. Et les forte. résultats qu'on a pu voir dans ces secteurs-là confirment effectivement que ce n'est pas un problème de résultats et de perspectives de business, c'était un problème de valorisation. Tout à fait, parce que les carnets de commandes sont là, les entreprises... On va sur celles qui n'ont pas de problème de financement. Ça, c'est vraiment là aussi le travail du stock picking, il est là, c'est-à-dire regarder quels sont les niveaux de dette, quelle est la structure bilancielle en fait de l'entreprise. Et là, on retrouve l'intérêt du stock picking clair et classique qui permet d'aller sélectionner des titres. Alors c'est vrai que sur le secteur de la tech, on va aller plutôt le faire aux États-Unis, mais clairement, on en met un petit peu parce que aujourd'hui, ce de-rating il est fait et le risque, rendement risque potentiel, il est plus important là-dessus, évidemment, que sur le reste du marché. Bon. On parle très peu des small et mid cap. C'est pas encore le moment d'en parler, entre guillemets, parce qu'on parle des grandes valeurs, on parlait du CAC, l'indice, effectivement, s'est bien comporté. Je regardais les performances des indices small et mid, on n'en est pas du tout là encore, Michel. Ouais, c'est un facteur de taille qui fait encore beaucoup de différence là, dans le marché, dans l'environnement actuel, qui montre d'ailleurs qu'on n'est pas du tout en risk-on de folie. Oui, de toute façon, non mais on le voit, si on revient sur les chiffres de croissance des BPA de 2022, les 2 tiers de cette croissance ont été réalisés par 5 entreprises, histoire de remettre en perspective. Ces 5 entreprises appartiennent au même secteur, qui est deux mêmes secteurs ou des secteurs proches, qui sont l'énergie et les matières premières. Donc déjà, ça pose des... Ça, c'est pour l'Europe, ça, vous dites ? Ça, c'est pour l'Europe. Il y a 5 entreprises qui ont fait... les 2 tiers de la croissance des bénéfices en Europe cette année. Bon. C'est nos GAFAM, quoi. Pardon ? C'est nos GAFAM. Pas vraiment. C'est plutôt la vieille économie. Ce serait plutôt le luxe. Les anti-GAFAM. Non, mais c'est les vieilles mamies qui ressortent du bois. C'est exactement ça. Bon, tant mieux. Mais ça montre aussi que c'est compliqué de se projeter sur 2023 parce que déjà, on n'est pas trop certain du scénario. Quant à déchiffrer un peu d'où venait la croissance des bénéfices globalement dans un indice et puis se projeter sur des segments, c'est un peu compliqué. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de stock picking, on y arrive plus facilement. Sur les petites capis, c'est toujours pareil, elles ont tendance à amplifier les mouvements. Parce que malheureusement, les flux sont beaucoup plus volatiles. Je parle des flux investis, bien sûr. Volatiles sur ces classes d'actifs-là. Donc, franchement, il y a quand même des histoires qui commencent à devenir attractives. Des histoires cycliques.
sur lequel, quand on essaye de voir un peu qu'est-ce qui est valorisé par le cours de bourse actuel, on peut quand même empiler un certain nombre de choses. Mais c'est toujours pareil, il y a l'effet liquidité qui fait qu'il faut rester méfiant. Donc ça devient intéressant, mais c'est pas pour ça qu'il va falloir s'y jeter éperdument, parce que on peut avoir encore quelques... Il n'y a pas le momentum encore ou l'étincelle qui fait que les investisseurs... Non, mais on a des facteurs qui sont peut-être juste temporaires, typiquement sur les résultats du T3, des mauvais résultats qui se concrétisent par un rebond marqué de certains titres. Des titres français bien connus qui sont dans l'électroménager, qui ont sorti des résultats épouvantables avec des perspectives dégradées, qui finalement ont et le titre a monté. On parle de SEB, divisé par 2 cette année, effectivement, et sur la dernière publication pas bonne, la mauvaise nouvelle ne fait plus baisser le titre. Donc ça, c'est quand même un signe, généralement, qu'une grosse partie des mauvaises nouvelles a été intégrée. Le problème, ça reste toujours cet effet liquidité. Venons-en au sujet que je voulais qu'on prenne le temps d'aborder, qui est un sujet de place, l'histoire de la French Tech et de la bourse. Est-ce que c'est une histoire possible demain ? J'ai été un peu marqué... Alors, c'est de la politique. Jean-Noël Barrot fait de la politique. Il est ministre délégué à la transition numérique. Et donc, dans les Échos cette semaine, il proclame il y aura 10 licornes françaises cotées en bourse en 2025. Et il précise même il y en aura 2 qui feront plus de 5 milliards d'euros de capitalisation boursière. C'est vrai, présenté comme ça, on se demande s'il était prêt à signer une ordonnance ministérielle pour désigner les volontaires de la French Tech et les envoyer à la bourse. On va lui demander le niveau du CAC 40 l'année prochaine. Je ne veux pas qu'on rentre dans le débat politique. Il fait de la politique, bien sûr, c'est très bien. C'est un vrai sujet de place. C'est pas la première fois qu'on l'aborde avec vous, notamment Michel. Comment on se prépare à cette idée-là ? Moi, j'ai vu des réactions de gens de la French Tech, pas cotés, bien sûr, qui étaient assez sceptiques sur la manière dont, justement, Jean-Noël Barrot proclamait, exigeait la venue de 10 licornes en bourse, comme ça, dans les 3 ans qui viennent. On ira si on veut, et on ira surtout si la bourse est prête à nous accueillir. Alors, c'est nécessaire, c'est sûr, mais c'est loin d'être suffisant. Ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a quand même une accélération, ou plutôt une multiplication du nombre d'initiatives, la plupart gouvernementales, pour pouvoir promouvoir la French Tech. Donc on peut parler de l'initiative de Philippe Tibi, qui est une initiative auquel on adhère, on est très actif au sein de celle-là. Il y a l'initiative aussi de la BPI, la volonté de créer un ancrage actionnarial français autour de réunions d'investisseurs cornerstone, comme ils disent. Il y a aussi long terme. Exactement, long terme. Il y a l'initiative aussi, un peu plus, il y a 2 ans, liée au Covid, des fonds Relance, à laquelle aussi on participe, et sur des niches, souvent de marché. On parle de medtech, de santé, de biotech, c'est quand même très précis. Donc tout ça se met en place. Nous, on a notre propre initiative qui est Francis Bac, donc on est très impliqué là-dedans. On fait des trophées de l'innovation, voilà. Donc on y croit. On y croit, néanmoins, ce qu'on observe, et ça revient au propos que je venais de tenir sur le segment des petites capitalisations, c'est qu'on n'est pas les États-Unis qui veut. Déjà, un constat, il y a une culture de l'investissement aux États-Unis que nous n'avons pas en Europe et encore moins en France. Aux États-Unis, on va dire un peu moins de la moitié de la capitalisation boursière est détenue par des particuliers. Il y a un nombre incalculable de family office milliardaires aux États-Unis qui sont prêts à prendre des risques supérieurs à celui d'un kidam moyen. En France, en Europe, on a des family office, mais ils sont très peu nombreux et on a une culture d'investissement, une éducation d'investissement qui reste très très loin du compte. Et tout ça, ça explique qu'on a des effets de mode sur les marchés, sur la tech en particulier, sur les petites sociétés qui vont s'envoler en bourse quand tout va bien et qui vont s'effondrer quand tout va mal, tout simplement parce que les liquidités vont et viennent et pas parce que leurs fondamentaux sont dégradés. Donc ça, c'est clair, il y a la nécessité de créer un socle de capitaux permanent beaucoup plus résistant et solide que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Et pour toutes ces raisons-là, les initiatives qui sont mises en œuvre seront utiles. Maintenant, c'est quand même un ensemble. C'est-à-dire que ça ne se décrète pas, ça c'est certain. Ça se construit sur la durée. C'est bien à la bourse de séduire ces entreprises pour les attirer et être une option crédible dans leur vie d'entreprise. La bonne nouvelle, c'est que c'est vrai que sur le non-coté, tout ça est très bien organisé. La mauvaise nouvelle jusqu'à présent, c'est que le coté était quand même peu organisé et très contraint. Maintenant, il y a aussi une histoire d'éducation à faire au niveau du coté par rapport à ces entrepreneurs qui souvent arrivent en bourse
grâce à l'appui de banquiers d'affaires qui les Ouais. coachent, qui les aident pour le Ouais. moment de l'IPO, de Ouais. l'introduction, puis derrière les laissent dans la Il n'y nature. a plus personne. Voilà. Ça, c'est un vrai souci. Donc, Ouais. il faut que les gens soient éduqués à communiquer, à anticiper et à donner aussi des guidance, donc des perspectives qui soient réalistes. Non. Pas faire rêver coûte que coûte l'investisseur. parce Et que ça se prépare avant l'entrée en question bourse. exactement. Et ça se permet. C'est aussi tout un. En fait, il y a tout un écosystème à mettre en place au-delà des initiatives qui est nécessaire. Donc c'est vrai que c'est bien, c'est un bon début, mais il va falloir insister sur la durée. Ouais, ouais. Bon. 2025, 10 licornes. Ouais, après il y a un terreau immense. Il ne faut pas oublier que les PME en France, c'est. On a fait 25 de licornes cette année, c'est ça? Oui, voilà, ouais. c'est ça. Alors, c'est- Enfin, on est à 25 licornes aujourd'hui. ça reste un terrain de jeu hyper large qui reste à structurer. Il ne faut pas oublier que les PME, c'est quand même l'essentiel des entreprises en France. Mais si on regarde la capitalisation du fameux PEA-PME aujourd'hui, c'est 5 milliards d'euros. Ouais. 5 milliards d'euros. Mm. Bon, il y a encore beaucoup de place. Mais La- il faut des capitaux, il faut sensibiliser le grand public, les entreprises. Et puis aussi, il faut que l'État joue le jeu. Parce qu'on nous parle de licorne, mais à ce moment-là, ça va se concrétiser aussi par des contrats. Passer des contrats avec Google, Amazon, c'est pas forcément favorable à notre économie. Oui, faire grandir les licornes, c'est pas que les financer des tours de table ou les amener en bourse. Exactement. C'est Oui, aussi, les faire c'est vivre. aussi le faire concrètement à chaque étage. Bon. C'est un vrai beau sujet. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir, je sais pas, à l'occasion du reset de l'année 2022, l'idée que la bourse parisienne pourra accueillir demain de la tech comme elle ne l'a peut-être jamais fait ces dernières années? Il y a eu la vague biotech, mais bon, je pense qu'on n'est pas dans la même dimension quand le ministre parle de la French Tech. Alors c'est vrai qu'on a des effets de mode aussi. On a eu pas mal d'effets de mode, par exemple d'introduction sur tout ce qui était le secteur de l'hydrogène. On a donc tout ce qui était aussi économie verte, ce genre de choses. Mettre en œuvre à un moment donné le fait que ça soit le secteur de la tech et de la French Tech qui vient sur le devant de la scène, pourquoi pas? Ça serait une bonne chose. Mais il y a deux éléments qui sont importants. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait un environnement qui soit bon, c'est-à-dire que les marchés soient dans une phase où ils sont prêts à investir, parce que c'est quand même à un moment donné des acteurs qui investissent pour financer un projet, une croissance, un modèle dans lequel on va mettre de l'argent dedans. Et il faut en face des entreprises, qui aient besoin de liquidités pour financer leur projet, et un vrai projet à vendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est arrivé dans une fin de cycle il y a à peu près un an et demi, où on voyait des entreprises arriver avec juste des présentations et pas encore de chiffre d'affaires, comme en l'an 2000. Ouais. Ça nous a rappelé exactement les grands moments de l'an 2000. Ça, c'est possible aux États-Unis parce que derrière, il y a une sanction coup près qui peut tomber. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous dites, en Europe, ces business models-là, il faut même pas qu'on les amène vers la bourse. C'est pas d'accord. Clairement. Et aujourd'hui, il faut arriver avec un peu plus de sérieux et de la part des banquiers d'affaires également. En effet, cet accompagnement qu'ils doivent avoir auprès des entrepreneurs, ou quand ils viennent nous voir, quand ils viennent voir les marchés pour présenter leurs projets, ils doivent être beaucoup plus orientés sur à la fois le secteur cible, qui est dans le moment, dans l'instant, dans le momentum, et favoriser ces entreprises-là, et également avec un accompagnement dans le temps, parce que c'est pas au premier résultat, il faut les accompagner pendant plusieurs années pour qu'on puisse être justement des investisseurs de long terme. Et c'est ça qui est important, notamment pour ces secteurs qui ont besoin d'investisseurs qui sont solides et sur le long terme. Et c'est ça qui est encore un environnement qui est encore un peu compliqué aujourd'hui, notamment dans la French Tech. Bon. David, pour conclure avec vous sur ce sujet, ça pose aussi la question de savoir, parce que évidemment, quand on investit, et notamment en bourse, je veux dire, l'idée qu'on veut investir dans la croissance, elle est quand même naturelle. Voilà, même s'il y a des investisseurs value, la croissance, c'est quand même ce qui fait marcher l'économie et les marchés financiers, la bourse notamment. Ça pose la question de savoir dans quel type de secteur de technologie on a envie d'investir demain. Il y a sans doute une histoire qui s'est refermée après le siècle, la décennie des GAFAM, voilà, qui aura été marquante pour toute l'histoire. Et peut-être d'autres histoires demain qui ne seront pas les mêmes que celles du passé. C'est sûr. Alors, l'une des choses qui est toujours passionnante avec le secteur de la technologie, c'est que c'est en perpétuelle évolution. Et on voit arriver tout d'un coup des technologies qu'on ne connaissait pas, des business models qu'on ne connaissait pas, etc. Donc, moi, je reste assez optimiste là-dessus. Et de même qu'on a vu des géants dans d'autres secteurs, des géants français s'imposer au niveau international. L'industrie du luxe, par exemple, c'est des choses qui ont été sur les 10 dernières années assez exceptionnelles.
exceptionnel. Il n'est pas du tout interdit de se dire que demain, on aura des sociétés comme ça dans le secteur de la technologie, mais en France. Regardez, il aurait suffi que Criteo vienne s'investir, vienne se lister en Europe plutôt qu'aux États-Unis. Alors bon, peut-être qu'ils n'auraient certainement pas eu le même accueil et les mêmes multiples, mais demain, pourquoi pas. Ouais. On suivra ça, effectivement, voilà, donc pour ce sujet de place et l'objectif des 10 licornes cotées en bourse d'ici à 2025. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. David Calfon, président de Sanso US, Michel Saunier, directeur de la gestion de Tocqueville Finance et Aymeric Didet, directeur de la gestion de Pergame, étaient nos invités.